Pour soutenir l'émission Témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux. Pour retrouver le replay de toutes nos interviews, nous proposer vos sujets et vos questions, rendez-vous sur le site www.itv.nc. Vaïmoua Mouliava, bonjour. Bonjour. Vaïmoua Mouliava, vous êtes un Calédonien d'origine wallisienne, membre fondateur de l'Éveil océanien, parti fondé il y a 5 ans à l'occasion des dernières élections provinciales. Avec une poignée d'élus portés au congrès de la Nouvelle-Calédonie, votre mouvement, dans une logique anti-bloc, ni indépendantiste ni loyaliste, a formé tour à tour des majorités avec l'un ou l'autre camp. Une de vos membres, Velma Falaeo, a ainsi été élue présidente du Congrès en août dernier. Lors des dernières élections législatives, votre parti a fait campagne sur la solution médiane, la solution de la troisième voie que vous défendez depuis vos débuts, le fameux non, pas maintenant. Et on peut faire le pari que ce sera de nouveau votre cheval de bataille lors de la campagne pour les prochaines provinciales. Donc on va parler de tout ça avec vous, de système binaire, de blocs idéologiques, d'impasse politique et de souveraineté partagée. Mais tout d'abord, on va remonter quelques mois en arrière et je vais vous poser la même question que j'ai posée à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre version à vous du 13 mai 2024 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu, ressenti, pensé pendant toutes ces semaines de violence et de destruction? Compliqué de... Bon, peut-être c'est plus facile de revenir là-dessus maintenant. Parce que le 13 mai, c'est hier, mais en même temps, c'est pas si loin. Un immense sentiment de gâchis, en fait. Un gâchis à tous les étages, en réalité. Tout d'abord, je crois que toucher à l'accord de Nouméa, parce que c'est ça, toucher à l'accord de Nouméa, un des fondements de l'accord de Nouméa, c'est le corps électoral, ce fameux corps électoral qui fait tant débat. C'est toucher, pour moi, c'est un mouvement assez planétaire en réalité, à quelque chose qui relève plus de la passion que de la raison, surtout en 2024. À un moment où la période de décolonisation est passée, les 60, 80 pour le Pacifique. Et puis sur un processus entamé il y a longtemps par des hommes d'État, hein, et puis des hommes politiques qui ont fondé le paysage politique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est quelque part un peu comme ce qui se passe en ce moment chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, où on touche quelque chose de très passionnel en réalité, comme le traité de Waitangi. Toute proportion gardée, on voit bien que l'autochtonie est derrière tout ce mouvement, quelque chose qui relève de l'inexplicable, quand on veut parler très rationnel et très factuel. Et donc, oui, résultat d'avoir osé toucher à une parole donnée sans respecter le processus qui avait été acté par les trois partenaires, c'est-à-dire les indépendantistes, les non-indépendantistes et puis l'État. Oui, c'est le résultat de ça. Beaucoup de gens avaient alerté au niveau des étages de l'État, hein, jusqu'à l'Élysée, qu'il ne fallait surtout pas toucher à ce corps électoral parce qu'on touchait à quelque chose qui relevait de la passion. Et la passion donne de la folie lorsqu'elle est touchée dans quelque chose qui relève de la dignité d'un peuple autochtone qui a lutté pour recouvrer sa dignité et qui s'est inscrit dans un couloir de décolonisation que j'assimilerais plutôt à un couloir d'éclaircissement, en réalité, des relations entre un dominant et un dominé. Et c'est tout ce processus d'éducation, en réalité, hein, mutuel,
qui a été, comment dire, remis en cause. Mais au-delà de ça, le 13 mai, pour moi, et pour un enfant comme moi qui est né dans les quartiers populaires, c'est aussi le résultat de quelque chose qui couvait. Qui a été aussi objectivé, pour le rappeler, l'étude Quid Novi, commandée par Sébastien Lecornu, à l'époque où il s'occupait du dossier. L'étude de Quid Novi avait le mérite d'objectiver, de factualiser un mal-être au sein de notre société, généré par des inégalités socio-économiques criantes, quoi. Avec 50 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On peut rajouter 50 000 autres qui surnagent sur la ligne de dignité, on va dire ça comme ça. Et puis, des politiques publiques finalement inadaptées en termes de logement, en termes d'accès à l'emploi, en termes de tout, en réalité. Et puis, ça se concentre dans le Grand Nouméa. Hein. D'ailleurs, je crois que quand on regarde avec les yeux de la réalité de l'instant, les foyers d'insurrection les plus forts sont les quartiers populaires. Et puis aussi, je regarde aussi cela avec... il y a une révolution aussi en interne de la population kanak. On ne le regarde pas, on ne l'évoque pas assez souvent, mais je pense qu'il y a aussi une révolte à l'intérieur même de la population autochtone au regard des promesses d'une égalité, d'une justice plus équitable, justice sociale, plus égalitaire, avec une répartition des richesses beaucoup plus attendue à tous les niveaux. Ouais. C'est-à-dire un percolement assez égalitaire. Et donc j'y vois aussi une révolte interne de la jeunesse kanak qui, pour mon point de vue, hein, mon point de vue personnel, de ce que je vois, c'est une jeunesse qui remet en cause les leaders de leur mouvement, clairement. Hein. Donc ne pas le dire, c'est se mentir, se voiler la face. Hein. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu des belles choses d'accomplies. Il ne faut pas regarder les choses avec un seul œil. Il faut les regarder avec les deux yeux, à la face de la réalité. Il y a eu des succès. Il y a eu des succès, mais il y a aussi eu beaucoup d'échecs. Hein. Et ces échecs se sont révélés sur le motif d'avoir touché. Et j'ai toujours tendance à comparer les accords de Matignon et les accords de Nouméa à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein. Est-ce que les prophètes qui le portent aujourd'hui sont-ils les prophètes attendus par la population? Je me permets d'en douter, puisque la parole, y compris la parole coutumière, n'a pas été vraiment entendue. Rappelez-vous, il y a eu plein d'appels à la paix, plein d'appels au retour au calme, et ça ne s'est jamais vraiment réalisé concrètement sur le terrain. Ce qui a redoublé d'efforts, fait redoubler d'efforts les forces de l'ordre. Parce que personnellement, j'aurais imaginé un mouvement d'ampleur, c'est-à-dire la parole politique, la parole coutumière, la parole aussi associative, qui ramène un peu les gens à la raison. Mais voilà, on a touché le Nouveau Testament, hein. C'est comme si on touchait la Torah. Je fais le parallèle avec Waitangi, parce que c'est un peu notre Bible, en réalité, hein, avec une trajectoire. Donc le 13 mai, je le vois comme ça. Voilà. Vraiment toucher à quelque chose qui relève de la passion, même si elle avait été construite
de manière très éclairée, avec rivé au cœur et à l'esprit la paix. On a touché à ça. On a essayé d'alerter, je crois, chacun d'entre nous, que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau associatif, certains, alerter l'État sur un tel acte qui aurait précipité ce qui arrive. Ceci étant dit, mais maintenant, le résultat est là. C'est 900 entreprises, un tissu économique carbonisé à près de plus de 40%, on va dire ça comme ça. Près de 25 000 chômeurs de plus. Et quand on sait que le système français, on peut le critiquer, on peut être comment dire, critique à l'égard du système français. Ceci étant dit, de mon point de vue, il est celui qui pourrait se rapprocher le plus de ce que nous on vit dans notre système communautaire. C'est-à-dire, c'est la fiscalité qui fait vivre les pouvoirs publics et qui développe les politiques publiques. C'est un peu le geste coutumier qu'est la cotisation, hein, qu'elle soit patronale ou salariale, pour pouvoir développer un pays plus juste. C'est cela qui a été aussi mis à mal et qui aujourd'hui, on le voit bien, un pays, je le dis souvent, un pays, ça marche sur deux jambes. Hein. C'est un système économique sain pour générer une administration qui doit-elle être performante, transparente, à l'égard de la fiscalité solidaire des entreprises et des salariés, pour pouvoir définir des politiques publiques adaptées pour faire société. Aujourd'hui, on a un pays qui marche sur une jambe, parce que l'autre jambe est quasiment amputée, il faudra reconstruire. C'est cela que je trouve dommage, car nos anciens, quel que soit ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, ils ont produit des choses. Ils ont produit des choses et c'est un peu ça qui a été saccagé. Hein. Et quand je dis les anciens, je parle de tous les anciens, hein, qu'ils soient politiques ou même travailleurs, salariés, qui ont construit tout ça. Ça fait mal au cœur. Et surtout quand on sait que tous ces contrats de développement sont certes issus de certains fonds européens de développement, d'investissement, mais la majorité proviennent de la solidarité nationale. Et j'ai envie de dire, des plus démunis aussi, ici, qui contribuent via leurs cotisations à développer la Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait mal au cœur de voir tout ça, parce que qu'on soit calédonien, indépendantiste ou non indépendantiste, nous avons tous une fratrie de cœur ou de sang qui vit ici en France et qui font partie de cette solidarité nationale qui développe la Nouvelle-Calédonie et les infrastructures qui ont été dessinées depuis 30 à 40 ans. Donc un énorme gâchis pour nous, là-bas, mais nous aussi ici. Hein, voilà. Quand on a vécu un peu en France, j'ai eu l'occasion de vivre ici en Hexagone, dans le sud et ensuite ici en région parisienne. Alors, on sait, les Français, ce qu'ils vivent au quotidien. Il y a eu l'époque des Gilets jaunes, etc. Je veux dire, donc tout ça, un énorme gâchis. Un énorme gâchis. Et puis, qui doit nous interroger dans la reformulation que nous devons emprunter aujourd'hui pour reconstruire sur de meilleures bases. Et puis assigner à chacun aussi, moi j'étais membre du gouvernement, hein. Moi ce que j'ai pu observer, c'est que quand on rentre en politique en 2019, ça, vous avez rappelé notre création en 2019, à l'issue du premier référendum,
avec Milakolo Tukumuli et puis d'autres Calédoniens, oui, bon, oui, certes d'origine wallisienne et futunienne, ont discuté un peu du pays, etc. Et nous, on était vraiment sur les inégalités sociales et économiques et surtout la non-reconnaissance de ces enfants. C'est aussi un des motifs de pourquoi on s'est créé. Je rappelais juste que moi, quand j'ai rencontré Milakolo Tukumuli, j'étais sur le départ. J'étais pour revenir travailler ici, en réalité, fin 2018. Je rentre après une mission, j'ai fait des entretiens ici, et il me raconte son histoire. Docteur en mathématiques, 3 théorèmes, on le balade un peu, pas de place à l'université, etc. Et puis, il me raconte ça, mais moi, 10 ans auparavant, j'ai vécu la même chose. Je rentrais, j'étais le premier Calédonien à être un conservateur-restaurateur de biens culturels, avec l'agrément Monument de France, Musée de France. Très difficile de se réinsérer, quoi. Donc quand il me raconte cette histoire, je reconnais la mienne 10 ans auparavant, je reconnais celle de mes frères Kanak, Caldoche, Javanais, Tahitiens, peu importe. Quand on rentre et qu'on a envie de participer, puis finalement, on se rend compte que notre pays a une capacité à cracher comme ça sur ses forces vives, sur sa jeunesse. C'est aussi une des raisons pourquoi on s'est monté en politique, pour essayer de changer les choses. Et d'abord de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ce pays a cette capacité à marginaliser ses propres enfants, qui sont intellectuels ou ingénieurs, c'est incroyable. Hein. Et bon, ben, on a décidé de se monter en parti politique, d'arrêter les débats de comptoir, de se plaindre et puis de se frotter à ce monde qu'on n'arrivait pas à comprendre, en réalité. Alors maintenant, on l'a compris. Après 5 ans, je crois qu'on n'a pas tout compris, mais on a compris l'essentiel. On a ouvert le capot du moteur. On a regardé comment fonctionnait ce pays. Et puis, je me suis fait la réflexion au bout de 3 ans, en faisant le parallèle. Vous savez, cette boutade qu'on dit souvent, les Wallisiens et les Futuniens, on les achète à coups de carton de poulet, et puis ils voteront pour le candidat qui aura fourni le plus de poulet. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette politique du carton de poulet était industrialisée. Avec les niches fiscales, les niches sociales qui sont en réalité des niches électorales. Voilà. Donc un système vicieux, qui entretient le clientélisme électoral, mais à l'échelle industrielle. Vous voyez. Donc très tôt, ben, on s'est dit, il faut réformer. Il faut réformer. Donc on a très tôt, j'ai fait la réforme de la construction. Vous savez qu'avant, n'importe quel individu pouvait aller se prendre une patente et puis s'auto-désigner constructeur, etc. On connaît toutes les malfaçons ensuite, etc. La réforme de la fonction publique, les normes, etc. Bref, je ne vais pas faire la litanie des réformes qu'on a portées. Et puis essayer de porter, hein, c'était Tukumuli, Milakolo Tukumuli au Congrès, sur le Ruyam, cette jungle administrative. Et on comprend que finalement, ce que nous, on n'arrivait pas trop à comprendre pourquoi un tel millefeuille administratif. Et bon, on le connaît ici aussi, hein. J'ai travaillé ici à l'État, je le connais, ce millefeuille. Mais en Calédonie, c'est pas un millefeuille, c'est une archéologie administrative. Plusieurs couches, avec beaucoup de sédiments. Hein. Et on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être que c'est voulu. La complexification permet
de faire des choses sans être vu. Oui. Et donc nous, on s'est attaqué à ça. C'est pour ça que très tôt, on nous appelle les réformistes. Mais j'aime pas trop réformiste, ça fait intégriste de la réforme. Très tôt, on s'est inscrit dans un mouvement réformateur. Je fais toutes ces digressions parce que tout ça est lié. 13 mai, tout ça est lié. Et peut-être que... Il y a une révolte contre un système? Oui, c'est comme ça aussi qu'on le voit. C'était une révolte contre un système. Nous aussi, c'est une révolte, nous en interne. Une des raisons aussi pourquoi on s'est lancé en politique, c'est aussi une révolte, nous, vis-à-vis de nos anciens, qui utilisaient le foyer de Wallis et Futuna comme tribune politique, oui. pour nourrir des desseins d'un mouvement, de mouvements politiques dont les objectifs étaient éloignés de ce que la coutume, entre guillemets, le bien vivre, entre guillemets, pourrait dessiner, en réalité, totalement contre-productif. Hein. Donc nous aussi, c'est une révolte en interne. Elle a commencé avec mon père, avec l'Union océanienne il y a longtemps. Et nous, on a essayé, et c'est Mila Koulou qui a voulu relancer le truc. Moi, je ne voulais pas me relancer dans tout ça. Et je crois que tous les enfants de politiciens payent la facture de l'engagement de leur père, hein, quel qu'il soit, quel que soit le bord. Et personne ne sort indemne de tout ça. Personne ne sort indemne de tout ça. En tout cas, moi, quand j'ai rencontré Mila Koulou, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire renaître cette flamme, mais pas seulement pour la communauté wallisienne et futunienne, pour toutes les communautés calédoniennes. Alors j'entends, oui, on nous a taxé de communautaristes, mais il faut se remettre dans le contexte en 2019. Quel Javanais ou quel Caldo j'aurais voté pour des inconnus wallisiens et futuniens? Vous voyez? Mais notre mouvement, en tout cas nos aspirations, ne concernaient pas seulement le cercle de notre communauté, mais nous sommes une génération née en Nouvelle-Calédonie. C'est la différence politique de mon père, enfin de l'époque de mon père. Ils sont tous nés à Wallis et à Futuna. Nous, on est nés là-bas. Et je crois que c'est une différence fondamentale, parce qu'on a une approche différente. On a une approche de recherche de la calédonité, de reconnaissance. Voilà. De arrêter de nous réduire à c'est un Wallace, c'est un Wallis, c'est un Futunien. Non, non, on est né là-bas. Issus de parents d'ailleurs, qui sont venus travailler là, mais on est né là-bas, nous. C'est aussi une recherche de reconnaissance et aussi de recherche de ce que pourrait être la calédonité. Qu'est-ce que c'est être calédonien aujourd'hui? C'est une vraie question. Mais c'est intéressant de voir que vous avez utilisé les règles du jeu à contre-pied du système lui-même. C'est que vous avez eu une primo-stratégie communautaire pour vous porter dans les institutions, pour ensuite démarrer ce chemin vers cette question identitaire et communautaire au sens le plus large possible. Ah oui. En fait, ne pas s'inscrire dans ce mouvement, c'est contredire ce qu'on est. Oui. Je m'explique. Vous savez, l'océan Pacifique, c'est un tiers de la surface de la planète. Hein? Très peu d'eau douce, très peu de terre. Que de l'océan. Hein? Et donc, si ça fait plus de 4000 ans qu'on est là. Plus de 4000 ans. Et ce n'est pas grâce à la parenthèse de l'histoire coloniale qu'on est encore là. Non. C'est grâce à la vision de notre identité liée au déracinement et à l'altérité. Sinon, on serait mort de consanguinité physique et mentale depuis longtemps. Vivre sur si peu de terre, avec, vous le savez, notre capacité à donner la vie, nous force à avoir un système frugal, faire beaucoup avec peu, être inventif.
être innovant. Et en même temps, une capacité à partir pour se déraciner, pour aller rencontrer l'autre. L'autre n'est pas une option, c'est une nécessité. Et donc ça, c'est 4000 ans d'histoire. C'est pas une parenthèse d'un bocal à poisson, un aquarium comme ici, là. Non, non, c'est un tiers de la surface de la planète. Vous voyez? Donc ça, ne pas s'inscrire dans la recherche de l'autre, de ce que pourrait être la calédonité aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être calédonien, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'autre est, qu'est-ce que le nous, par rapport à cette histoire millénaire que je raconte parfois et que personne ne comprend. J'avoue que personne ne comprend ce que je dis. Mais pourtant, c'est factuel. C'est très factuel. Hein? Et comment cette histoire coloniale, je vais dire, les ombres, la lumière, tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on brise ce bocal à poisson pour rencontrer notre océanité. Mais pour briser ce bocal à poisson, il nous faut définir qu'est-ce que c'est que notre calédonité. Honnêtement, moi je vous dis, Maxime, je sais c'est quoi être kanak, je sais c'est quoi être français, je sais c'est quoi être européen, je sais ce que c'est être wallisien, je sais, même je peux dire qu'est-ce que c'est être caldoche, j'ai envie de dire. Hein? Mais être calédonien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand on sait qu'un pays, son premier avantage compétitif d'un pays, c'est son identité, c'est sa culture. On va à Tahiti, on sait c'est quoi être tahitien. On vient en France, on sait, c'est la Tour Eiffel, c'est les monuments historiques, c'est une littérature, c'est une culture littéraire, scientifique, technique, etc. Les Calédoniens, je ne sais pas. Honnêtement, sans vouloir polémiquer sur quoi que ce soit, avec tout le respect que j'ai pour les uns et les autres. C'est ça notre problème. Ah, mais je crois que c'est le vrai sujet. Oui. Parce qu'on fait tous le concours Lépine du statut qui va nous sauver. En fait, il suffisait de faire comme ça, etc. Mais le vrai problème, il est identitaire. Oui. Et vous dites que vous êtes un peu seul à prêcher dans ce sens-là, qu'on ne vous comprend pas quand vous parlez de ça? Mais, on a un plan de sauvegarde, de reconstruction, etc. Je ne vois pas cette thématique centrale pourtant pour reconstruire. Qu'est-ce que c'est c'est cela notre sujet. Une économie sans identité est une économie quelconque. Il faut une identité calédonienne pour tout. C'est ce qui irrigue la société dans toutes ses dimensions, le secteur social, etc. Et je le disais tout à l'heure, le système français, on peut le critiquer, on peut être très critique sur ce système, mais c'est celui qui se rapproche le plus de nous. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai travaillé en Australie. J'ai vu le système. Il n'est pas par répartition. Oui. Non, c'est le jeu qui prime. Et c'est une addition de jeu d'État, en réalité. Tu cotises pour ta propre retraite. Tu cotises pour ta propre santé. Tu n'es pas assuré, tu n'es pas soigné. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a effectivement des pans, je veux dire des versants de la France qui pourraient être, oui, condamnés. Hein. Mais il y en a d'autres, j'ai envie de dire, qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à conjuguer les deux, ou les trois, ou les quatre. Parce que je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire. Quand on a un système de retraite par répartition, c'est le système le plus généreux, intergénérationnel, et j'allais dire interculturel. Hein? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi quand on regarde que les mauvaises faces de la pièce, alors qu'il y a des belles pièces, Voltaire, etc., enfin toute la littérature, la culture scientifique, technique, littéraire de la France qui parfois rencontre des synergies avec la nôtre. Des synergies avec la nôtre.
Moi, j'aimerais qu'on se concentre sur ce qui converge que sur les paillettes, finalement, qui nous divergent. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous ressemblent. Et on pourrait jouer de cette francité, cette calédonité, cette océanité, dans un espace où on est noyé dans un système anglophone. Je ne comprends pas. J'entends que tu parles de faire société, que ce soit dans la gestion de nos régimes sociaux, de notre retraite et dans l'identité également. Justement, maintenant, je te pose la question, comment est-ce qu'on fait désormais, vu que ça a l'air d'être plus que jamais crucial, comment est-ce qu'on fait désormais pour faire société, pour faire peuple et pour faire identité, sachant qu'on a le sentiment que plus que jamais, chacun revendique la sienne. Tu as beaucoup parlé de l'accord de Nouméa. On était supposé mettre l'identité kanak au centre du dispositif. Tout le monde a l'air de dire que, de leur côté, à eux en tout cas, disent que ça n'a pas été fait seulement sur le papier, pas en pratique. Et j'oserais te poser la question, c'est quoi ta part kanak à toi, dans ton identité calédonienne? Je t'ai souvent entendu dire que l'altérité, c'était pas un problème, c'était un chemin. Comment est-ce qu'on construit avec cette altérité identitaire, en fait? Je pense que tout d'abord, il faut, dans le contexte qu'on vit là actuellement, faire de la France à tout prix un business, c'est pas bon. Faire de l'indépendance un business politique, c'est pas bon. C'est le résultat. On vend une France rétrograde qui n'existe plus. Et on vend une indépendance rétrograde aussi qui n'existe pas. Ce sont de vieilles lunes. Ce sont des vieilles chimères. Et je crois que si chacun sortait de cela, pour vraiment travailler de manière factuelle, avec lucidité sur les choses, je crois qu'on ferait un grand pas. On ferait un grand pas. Arrêter de faire du maintien de la France un business électoral, arrêter de faire de l'indépendance un business électoral. Ça, c'est déjà... Je crois que si on arrive à arrêter ce chemin, ce serait déjà très éclairant pour tous les Calédoniens, quels qu'ils soient. Ensuite, ma part de kanakité, qu'est-ce que c'est que ma part de kanakité? Moi, je ne suis pas très compliqué. J'essaie d'éviter d'être, comment dire, trop cérébral sur des sujets parce que ça nous évite d'être intelligents en fait. Une plante, elle naît dans un tertre, elle pousse, nourrie d'une terre particulière, dans un environnement particulier, avec des plantes, etc. etc. Ben moi, je suis ça. Je suis un enfant de parents originaires de Wallis, d'Ouvéa, eux-mêmes originaires de Fidji, avec des origines indiennes, Tonga, Tokelau, avec des épisodes américains, parce que il y a eu une présence américaine, né en Nouvelle-Calédonie. Donc ma part de kanakité, elle est là. J'ai grandi parmi les fantômes, les esprits, des espaces où de manière millénaire, des Kanaks sont morts là, des tribus, des croyances, des pratiques rituelles, etc. C'est ma part de kanakité. Qu'on veuille me l'enlever ou pas, je suis né là. On m'a bouturé sur cette terre. Donc à partir de là, j'ai pas de problème en réalité. Je n'ai aucun problème. Et je pense que si chacun acceptait sa part de kanakité, parce qu'elle est née là, elle a évolué là, parmi un environnement géographique, naturel, culturel, humain, on ferait déjà un grand pas. On ferait déjà un grand pas. Et cesser de faire de la peur, de mettre de la terreur dans des mots qui ne revêtent pas cette peur. Kanak, tu as l'impression
de dire un gros mot. Alors oui, c'est un mot hérité d'une histoire coloniale. Les Kanakas, on appelait les Hawaïens les Kanaks, on a appelé tous les gens du Pacifique les Kanakas, comme on utilisait le mot négro pour les Noirs dans d'autres continents. Mais aujourd'hui, c'est revendiqué, on est là, et puis il y a des airs, Djoubéa, etc. Elle est là, ma part. Et je pense que la calédonité commence là. Commence là. Si chacun acceptait, pas dans les mots, mais vraiment river à l'esprit et admettre cela, ce serait déjà un grand pas. C'est très psychologique tout ce que je suis en train de dire, mais je crois qu'on en est là aujourd'hui. Quand on parle quand on dit du mot Kanaki, tout le monde est paralysé du cerveau, etc., etc. Mais je pense qu'il est temps d'accepter ce mot dans un vocabulaire commun, partagé, etc. Ça commence par reconnaître sa kanakité pour trouver la calédonité qui est là et qui repose sur cette couche de kanakité qui, j'ai envie de dire, s'impose à tout le monde. J'ai un neveu, j'ai deux neveux, deux neveux qui sont nés en Normandie. Ils s'appellent Mouliaba. Mais ce sont des Normands. Ils sont nés en Normandie avec les esprits des Normands, avec toute l'histoire de la famille qui a accepté comme compagnon mon petit frère. Et ils sont Normands. Ils sont nés là-bas. Ils ne le rejettent pas. Ils sont nés. J'en ai d'autres, ils sont bretons. Et avant d'être français, ils sont bretons. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas chez nous. Et je pense que c'est le premier pas pour aller vers le chemin de la calédonité qui est là. Hein. Et elle est là. C'est juste qu'on ne veut pas le voir. J'avais déjà entendu cette métaphore que je trouvais intéressante. Les Calédoniens sont des fleurs dont les racines sont canaques. Ah oui. Ça, c'est mieux dit que je viens de le formuler. Seulement, c'est peut-être plus difficile que jamais. Moi, je connais pas mal de monde qui me disent avant 13 mai, pas de souci. Je croyais aller vers ça et j'étais en train de tisser lien après lien ça. Là, aujourd'hui, bon, je suis beaucoup plus réfractaire. Il y a un ressentiment énorme quand même. Et je voulais justement te demander qu'est-ce qu'on fait de ce ressentiment à l'égard de la communauté, plus précisément de la jeunesse kanak, mais bon, qui malheureusement s'extrapole aux Kanaks dans leur entièreté, vis-à-vis desquels beaucoup de gens se disent ouais, bon, en fait, que ce soit de façon démocratique ou par la violence, ils reculeront pas et ils sont prêts. Qu'est-ce qu'on fait de ce ressentiment? Qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment de trahison que certains ressentent, d'avoir eu le sentiment très compréhensible de s'être fait trahir et injustement attaquer? Hyper compliqué de reconstruire là-dessus maintenant. Très compliqué. Moi je connais, et vous avez raison de le dire, beaucoup de Calédoniens, on va dire de souche, qui sont nés là-bas de plusieurs générations, progressistes, qui ne le sont quasiment plus, hein, depuis le 13 mai. Mais tout ça, c'est avec le temps. Et je pense que le temps doit faire son chemin pourvu qu'on lui donne un cap, en réalité. Et surtout une méthode. C'est vrai que la période de reconstruction qui va s'ouvrir, si elle obère cette partie de réconciliation et de discussion entre nous, pour refaire racine ensemble, on aura loupé quelque chose. C'est pour ça que je reviens tout à l'heure sur la nécessité de définir qu'est-ce qu'est être calédonien, et ça pourrait être un débat de reconstruction nécessaire des uns et des autres, parce que vous avez raison, mais moi, ma mère, elle était traumatisée. Les pneus le soir et tout, les coups de fusil, les coups de flashball. Non, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Et moi, je comprends aussi certains élus politiques
Hein, pas croire que les politiques ne sont pas des humains, ils sont comme tout le monde. La violence qui parfois est utilisée par certains élus politiques est une violence qui sort du terrain. Mais oui, Maxime, il faudra, je pense, passer par une période de dialogue, de réconciliation pour pouvoir reconstruire. En évitant les problèmes du passé. Mais je pense que chacun d'entre nous en a conscience, mais peut-être ne le formule pas de la même manière. Il faut définir c'est quoi être calédonien. Le problème venait du corps électoral. Et le corps électoral, il fallait l'aborder par le code de la citoyenneté calédonienne, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être calédonien. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire être calédonien par le prisme de ce fameux code de la citoyenneté dont vous aviez, vous autres les élus, déjà tracé certaines lignes dans le projet d'accord qui était débattu avant que ça dégénère. Ce serait quoi ce code de la citoyenneté pour vous? Qu'est-ce qu'il doit inclure Parce que la citoyenneté calédonienne, tout le monde reconnaît son échec tel qu'elle a été prévue, pensée par l'accord de Nouméa. Il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé pour la dernière fête de la citoyenneté, comment ça a été comme ça au fur et à mesure du temps dévoyé, certains y voyant une date maudite. C'est très compliqué. Comment est-ce qu'on rattrape ça? Qu'est-ce qu'on met dans ce code de la citoyenneté pour que déjà en termes de droits et de devoirs, ça définisse quelque chose d'être calédonien? Mais je pense que les travaux que menait Dewey Gorodé, malheureusement, auraient dû être repris, parce qu'elle était sur le bon chemin. Il y avait les sites identitaires, tous ces sujets-là, le drapeau, etc., etc., et qui ensuite définissaient bien sûr des périodes de résidence en réalité. Des périodes de résidence. Moi, quand j'ai travaillé en Australie, je n'avais pas le droit de vote. Je devais passer d'abord par une période de résidence, et ensuite, etc. On pourrait trouver quelque chose entre deux. Et moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que être citoyen calédonien t'empêche d'être citoyen français? Mais il faut dédiaboliser ce truc-là. À partir du moment où clairement on dit qu'être calédonien ne t'empêche pas d'être de nationalité française, dans le futur statut, tu tranquillises, tu rassures déjà une bonne moitié plus d'une moitié de la population. Et en plus, après, il y a des règles. Hein. Les règles, ça c'est le juridique qui définit. On l'a déjà commencé. Regardez, en Nouvelle-Calédonie, si vous n'avez pas 10 ans de résidence, vous ne pouvez pas passer le concours pour la fonction publique calédonienne. Est-ce que ça a fait chier quelqu'un depuis ces années qu'on a mis en place? Non. Vous voyez? Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ont été possibles et qu'il suffit de reprendre les travaux, en fait. Mais de manière très méthodique et factuelle, et j'allais dire froide. Froide. Parce que tout ce qui relève de la passion ne nous mène nulle part. C'est la folie. Mais c'est possible. Les travaux ont été menés. Il faut les reprendre de manière factuelle. Moi, quand j'arrivais, j'ai vécu ici à Nanterre pendant 6 ans, j'ai jamais voté pour le maire. Parce que je savais que j'allais partir. J'allais pas rester. Pourquoi? J'allais déstabiliser Et ça, personne ne m'a dit. Personne ne m'a demandé de le faire. C'est parce que je suis un citoyen responsable que je me dis que ma voix ne peut pas compter dans un moment où je le connais qui est évanescent. Alors qu'il va définir la politique de la ville pendant 5-6 ans de mandature. Alors que moi je suis là, après je suis à Boissy-Saint-Léger, mais je sais que je vais rentrer en Nouvelle-Calédonie. Mais techniquement, au-delà de la durée de résidence, qu'est-ce qu'on met dans ce code de la citoyenneté? Il y a le député Mesdorf qui nous a dit qu'il y avait notamment le fait de devoir connaître l'histoire du pays. Et je trouve ça con qu'on ne sache pas parler au moins une langue kanak à peu près chacun, parce que c'est important. Est-ce qu'il faut qu'on ait fait une forme de service militaire, mais que
qu'on soit du Nord, qu'on soit des îles, qu'on soit du Sud, on se soit mélangé avec d'autres Calédoniens de son pays, et la France a fait peuple comme ça à une époque. À quel dispositif on peut imaginer encore pour créer justement ce sentiment d'appartenance, de connaissance et de reconnaissance de l'autre? Mais, ce que vous citez, c'est des exemples concrets. Le service civique, est-ce qu'il faut qu'on le laisse tel quel ou qu'on le réforme? Est-ce que le service civique, c'est pas aussi aller passer 3 mois en tribu, 3 mois en village, chez les stockmen, et puis aller aider pour faire pays? Moi, je pense qu'il y a des choses on a la capacité d'innover. Le problème, c'est que ce que vous citez, c'est très souvent du copier-coller. On évite d'adapter à chaque fois les choses de peur, je ne sais pas de peur de quoi en fait. Je ne sais pas. Et l'innovation, moi j'ai créé ce secteur au niveau du gouvernement, pas pour faire joli en fait. C'est parce que je pense que ce sont des secteurs porteurs qui doivent être clairement identifiés. L'innovation, la technologie, tous ces trucs-là. Et on évite parfois d'être audacieux en allant vers des chemins qu'on n'a pas l'habitude, et pourtant c'est dans notre ADN. Tout à l'heure je vous disais, quand on partait, on affrontait l'océan, tu regardes le ciel, l'embrasse la mer, là, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais tu pars. Tu pars. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, nous sommes terrés dans nos terreurs, alors que même dans l'histoire coloniale, je parle de l'histoire précoloniale, mais même dans l'histoire coloniale, les gens, ils étaient audacieux. Ils étaient audacieux. Les commerçants, les baleiniers, tout ça, c'était des mecs audacieux. C'était des gens qui exploraient, qui n'avaient pas peur. Et nous, eux, ils ont fait des grandes découvertes en faisant confiance à leur audace et puis un petit minimum de foi aussi. Un minimum de foi. Et nous, on pinaille pour 2-3 petits trucs là. C'est incompréhensible. Et oui, après, il faut rentrer dans la technique. Et depuis longtemps, parce que si on cumule ces petites réformes les unes derrière les autres qui ne sont jamais advenues, effectivement, les tiroirs en sont remplis de petites choses qui auraient pu faire la différence, et au moins ces 20 dernières années, enfin tout le long de l'accord de Nouméa finalement. On est d'accord. Mais voilà, restons sur les solutions audacieuses, inventives, et qui exigent d'avoir un peu de foi aussi. Votre parti, dont je le disais en introduction, porte la solution de la troisième voie. C'est quoi votre vision, votre définition à vous de cette troisième voie? Vous parliez d'une indépendance programmée pendant les législatives. En fait, pour nous, la troisième voie, c'est une voie c'est la seule. C'est même pas une troisième voie, c'est la seule voie. Mais c'est comment conjuguer, et je reviens là-dessus sur ces concepts, c'est comment conjuguer notre kanakité, notre océanité, notre francité et notre européanité. Elle est là, la troisième voie. Et comment le faire? Inscrit dans un processus de décolonisation écrit, il y a les accords, quand on n'a pas déjà décolonisé l'esprit. Il faut déjà s'éveiller, arrêter de contempler. Il faut s'éveiller. Et quand je dis s'éveiller, c'est accepter qui on est, où on est, et puis le monde tel qu'il évolue aujourd'hui. Accepter que personne n'est indépendant. Comme 4000 ans auparavant, nous vivions dans des interdépendances. Autrement, je vous l'ai dit, on serait déjà mort de consanguinité physique et mentale. Rappelez que l'océan Pacifique, on vit depuis la nuit des temps avec les volcans, les tsunamis, les cyclones, toutes les catastrophes naturelles, climatiques que l'humanité peut connaître, là, petite terre. Et on est là. Pourquoi? C'est le chemin. La troisième voie, ce sont les interdépendances. Le non pas maintenant, c'est les interdépendances. Et comment
on sublime faire de l'histoire coloniale une opportunité et non plus un mal-être. Le digérer comme faisant partie de l'histoire pour se projeter. Et j'aime bien la phrase de mon père qui me disait « Mon fils, c'est bien de s'inscrire dans l'épaisseur de l'histoire. Mais si tu ne te frayes pas un chemin sur l'épiderme pour pouvoir te projeter, tu vas mourir dans un monde qui n'existe pas. Tu vas vivre et mourir dans un monde qui n'existe pas. En gros, tu vas mourir dans un musée, quoi. Et conceptuellement, pour nous, c'est ça, la voie, la seule voie possible, elle est là. Et puis, vous regardez la nature. Je suis très naturaliste, on va dire. Une plante, un igname, tu mets un tuteur. Et à un bout d'un moment, il pousse tout seul, oui ou non. Ben, la nature, elle est comme ça. Un petit oiseau, il va essayer de voler à côté, après il va voler. Ben, la nature est comme ça. Tout être intelligent, à un moment donné, il veut s'envoler et briser ce bocal à poisson dont je parle de tout à l'heure. Cette cage. Et c'est pas une cage, moi je ne l'aperçois pas comme une cage coloniale, comme une cage. Non, c'est une cage de notre esprit. Pourquoi avoir peur de grandir? Pourquoi avoir peur de s'ancrer dans notre région? À quoi ça nous sert d'avoir une économie, des compétences économiques, quand elles sont que endogènes? À quoi ça nous sert? Aujourd'hui, toutes les entreprises ont compris que le commerce extérieur ne doit pas être que l'apanage des grands groupes. Mais toutes les PME et les TPE doivent pouvoir commercer, trouver des marchés en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Je veux dire, à quoi ça sert? Et ce que je dis là, je ne le sors pas de HEC ou de je ne sais pas quoi. Non, c'est 4000 ans d'histoire. 4000 ans d'histoire, fait de frugalité, d'inventivité et de capacité à partir et revenir. Sinon, capacité à se réseauter, capacité à créer des interdépendances, parce que toi-même, tu sais que tu ne peux pas vivre seul. C'est ça la troisième voie. C'est une voie millénaire. Ce n'est pas une voie qui vient de sortir aujourd'hui. C'est une voie qui préexiste avant nous et qu'il nous faut redécouvrir aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, le monde est déjà là-dedans. La France est déjà là-dedans. Et pourquoi nous, on serait dans un petit bocal à poisson ou une cage, dans une plus grande cage ouverte que serait l'État, la France? Non. On peut être aussi ouvert à côté. Et gérer comme ça nos identités françaises, européennes, etc. Être les ponts dans un océan qui est complètement anglo-saxon aujourd'hui, et nous vivons avec des normes françaises et européennes. Attends, Maxime, je me suis attaqué à la normalisation. Juste une anecdote. 2019, je m'attaque à ça. On a abouti aujourd'hui à la création de normes RUP, hein, c'est-à-dire l'adaptation des normes françaises et européennes aux régions ultra-périphériques. Au début, j'étais tout seul. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux Caraïbes, en m'appuyant sur le rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur le logement et les normes de construction, Bruno Madras à l'époque, j'ai compris qu'on n'était pas seul. J'ai rencontré un Martiniquais, chimiste, qui a créé sa propre peinture, mais qui ne pouvait pas la commercialiser parce qu'elle n'était pas assurable, parce qu'elle n'a pas subi les tests au Centre scientifique et technique du bâtiment, qui exigeait qu'il ait une peinture qui résiste à moins 10 degrés. On est en Martinique. Non, c'est factuel ce que je dis. C'est pas mal ça. C'est factuel ce que je dis. Ouais. C'est factuel. Pourquoi se contenter de ce bocal à poisson alors qu'on n'est pas en Europe? Nous sommes dans un environnement géographique différent. Nous devons, pour notre survie, être interopérables avec notre région. Nous devons développer nos filières économiques sur place, comme nos ancêtres, la frugalité.
faire beaucoup avec peu ou autant avec peu, en respectant l'environnement, c'est-à-dire en gros, Maxime, passer d'une économie extractive à une économie régénérative. Une fois que j'ai dit ça, on a compris. Il faut passer à le nickel là. Oui, il faut changer. Oui, c'est sûr. Il faut changer. Parce que de tout temps, je te le dis, nous vivons avec la nature. Il est temps de revenir à ça. Et je ne dirais pas que c'est l'homme blanc, c'est l'homme moderne, qui à un moment donné crée une rupture et croit qu'il est un au-dessus de ce tout. Et il a créé cette rupture pour oublier que lui, il n'est pas un au-dessus de ce tout, il est un parmi ce tout. S'il avait gardé cet état d'esprit, et c'est pour ça que c'est très important la décolonisation des esprits, s'il avait gardé cet état d'esprit, il aurait conscience qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, mais qu'il doit s'inscrire dans une chaîne systémique où son modèle économique est un modèle économique intégré. Intégré. Et ce que je dis là, c'est la mode aujourd'hui. Et c'était le mode de nos ancêtres. Et aujourd'hui, c'est le modèle. C'est le modèle qui est en train de fleurir partout. Et puis on pourrait être précurseur dans beaucoup de domaines, en faire bénéficier notre industrie touristique par exemple. Exactement. Qu'elle ne sombre pas dans le tourisme de masse, mais qu'elle justement elle s'oriente vers une préservation des écosystèmes. Non mais en soi l'après-nickel ça peut être une magnifique aventure, mais ce que tu nous dis c'est qu'il faut qu'on ait absolument nos compétences et qu'on assume nos compétences pour se dessiner un cadre qui nous corresponde, quoi. À quoi bon s'entraîner à être indépendant si c'est pour pas le devenir, quoi. Oui. Ok. Et surtout, j'allais dire, interdépendant. Ouais. Interdépendant. C'est le mot, hein. Et objectivement, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça, de cette indépendance en partenariat, souveraineté partagée. Certains font semblant de se réveiller, alors qu'en vérité, le terme est en application, c'est déjà le cas depuis longtemps. Sur le cas calédonien, des fois, ça rend un peu schizophrène d'ailleurs, parce qu'on y est déjà. Le défi, il devient constitutionnel pour la France dans pas longtemps, parce que d'une solution à une autre, dans tous les cas, elle appelle des changements profonds. Toi, quand tu es en France, alors peut-être que tu parles d'indépendance association, peut-être que tu parles d'indépendance en partenariat. Tu connais Jean-Jacques Urvoas ? Dans l'émission, lui, il a proposé le terme de pays associé, donc donnant vraiment son statut de pays, mais insistant sur le associé, parce que lui, mais comme tellement de gens, je trouve que j'entends, voilà, insiste sur ces interdépendances, l'indépendance telle qu'on pouvait encore l'imaginer il y a 40, 50 ans, après, ou plus encore avec l'effondrement des empires coloniaux, elle n'a plus vraiment de sens. Quand tu es en France et que tu parles de ça, aux différents, j'imagine, responsables politiques que tu peux rencontrer, qu'est-ce qu'ils te disent? Vous allez faire s'effondrer la France sur elle-même? En fait, moi, je perçois beaucoup de fébrilité. Ah oui. Oui. Bon, pas donner de nom, mais je sens que ils sont conscients que c'est le chemin, mais qu'ils sont très fébriles, parce que ça va re-questionner les relations entre la France et ses outre-mer. Et ses outre-mer, parce que la Calédonie, ce n'est qu'une virgule dans un roman national entre l'État et puis ses anciennes colonies, qui sont devenues des départements pour certains, des pays un peu comme nous, avec un statut particulier inscrit dans la Constitution française, avec différents statuts. Mais je crois que la Nouvelle-Calédonie est plus qu'une épine dans le pied de l'État, parce qu'il va devoir se reformuler, mais globalement. La Corse, etc. Et là, on revient à comment il s'appelle, le vieux Michel Rocard, avec sa fameuse décoloniser les provinces, etc. Ouais. Quand j'ai relu un peu sous un faux nom, hein, mais il était dans ce qu'on est en train de vivre, hein, déjà, le vieux. Hein. Il était loin. Mais oui,
Et j'ai envie de dire, peut-être que ça précipite la Ve République pour passer à autre chose, quoi. Bah, c'est sûr que de toute façon, l'année 2024, de Mayotte à la Martinique en passant par la Nouvelle-Calédonie, il y a un débriefing là quand même, effectivement, qui va jouer en faveur peut-être d'une réinvention des liens entre la métropole et ses outre-mer. Et comme justement tu l'évoques, je voulais justement t'en parler parce que bon, les difficultés actuelles avec le Parlement qu'on a, la nomination de premiers ministres successifs, fait qu'on entend de plus en plus ces derniers jours, en tout cas dans les gens que j'écoute, on parlait à l'instant de Jean-Jacques Urvoas, selon lui, la censure du gouvernement, pour reprendre ses termes, lui il le dit comme ça, Emmanuel Macron entraîne la Ve République vers son crépuscule. Insensiblement, la scène politique s'est enténébrée. Les événements qui viennent de se déchaîner sont le signe d'un effondrement de régime. Le régime fort n'est plus, il faudra bien finir par s'attaquer à la racine du mal. Là, il y a un sondage qui vient de sortir pour Public Sénat. 56% des Français sont pour la fin de la Ve République, quand 85% d'entre eux se disent, quoi qu'il arrive, favorables à une transformation des institutions politiques. Moi, pour rien te cacher, j'ai commencé mon investigation en Nouvelle-Calédonie. J'ai voulu la poursuivre en France en pensant quitter une fin de système pour retrouver peut-être un peu plus de hauteur de vue. Bon, finalement, je tombe sur une autre fin de système. En tout cas, c'est un peu l'impression que ça donne. Enfin, toi, tu es en France, tu dois aussi constater que ça grince des dents en ce moment, quoi. On ne sait pas très bien où on va. Il y a eu ce papier qui est sorti dans le JDD, signé Thomas Pied-Noël, directeur de Radio Océane. La Nouvelle-Calédonie a un événement clé dans la chute possible de la Ve République. Il évoque le congrès de Versailles qui sera tôt ou tard réuni pour modifier la Constitution. Il fait ce parallèle entre la chute de la 4e et l'avènement de la 5e au détour de la crise en Algérie. Et c'est exactement ce qu'a fait le président de votre parti, l'Éveil océanien, Melakulo Tukumuli, en réécoutant les débats des législatives. Il évoquait déjà, en juin dernier, la fin plus que probable de la 5e. Est-ce que c'est... Si on fait c'est pas de la politique fiction, parce que là, on n'invente rien. Vous avez jusqu'au 31 mars, mi-avril, pour trouver un accord. C'est pas un choix stratégique, c'est obligatoire d'un point de vue technique. Donc on a un congrès qui doit être réuni pendant l'été 2025, Parlement, donc Sénat plus Assemblée nationale, pour étudier le dossier calédonien. Mais lorsqu'on voit le paysage politique aujourd'hui, on peut anticiper, comme beaucoup l'anticipent, qu'il y a une cristallisation des passions autour du dossier calédonien qui vont faire ressurgir tout un dos, enfin, toute l'incapacité, je parle longtemps, excuse-moi, mais j'essaie de donner un peu de perspective aux gens qui nous écoutent, qui va cristalliser toute l'incapacité de nos institutions actuelles de résoudre les problèmes des populations. Est-ce que tu anticipes que la Nouvelle-Calédonie soit cette jurisprudence, ce grain de sable qui achève de précipiter la fin de la 5e? Et pour conclure, je dirais, citer le mot de Jean-Jacques Urvoas que j'avais bien aimé, mais le problème, c'est pas la République, c'est l'État. Ouais, je te laisse te débrouiller avec ça, bon courage. Ouais. Moi, je suis totalement en phase avec l'analyse de... Je crois qu'on est en phase avec l'analyse de M. Urvoas. En tout cas, moi, ce que j'ai pu dire lors de mes différents rendez-vous avec ceux que je ne citerai pas, c'est que finalement, on arrive à un moment où le destin de la Calédonie, préfigurait la situation nationale. Et c'est pour ça que je reviens au-delà de Jean-Jacques Urvoas, à Michel Rocard. Ouais. Parce que il le sentait déjà. D'ailleurs, je crois que les grandes réformes sur les grandes métropoles sont des étapes qui, à un moment donné, devra se poser au-delà des grandes métropoles et sortir de l'Hexagone. Sortir de l'Hexagone. Et
Et finalement, la France aujourd'hui s'est calédonisée. Non, je le dis, il rigole. C'est le chemin en fait. C'est le chemin. Je veux dire, le nous, hein, on dit partout, s'impose à vous aujourd'hui. Comment faire le nous quand les extrêmes, je veux dire, met en péril tout ce qui peut rassembler. Ben nous, ça fait 30 ans qu'on essaye de trouver le chemin, hein. Mais nous, on va provoquer la solution. Et ce sera une solution bonne pour vous ici, mais pour nous tous, en réalité. C'est la face de la France, de l'État, hein, face au monde, qui est en train de se jouer. Est-ce que la période des Commonwealth à l'anglaise, etc., ne s'impose pas à nous aujourd'hui? Ben si. Mais est-ce que les Commonwealth à l'anglaise, c'est quelque chose qui nous ressemble? Non, ça ne nous ressemble pas. En tout cas, dans le chemin que nous, on imagine de conjugaison de notre francité, de notre européanité et de notre sanité, de notre kanakité, de notre calédonité, ça, c'est notre matrice. Ce n'est pas le Commonwealth à l'anglaise. Mais parce qu'on est différents. Et oui, moi je pense que, je crois que, bon, ils ont créé des groupes de contact au Sénat et à l'Assemblée nationale pour réfléchir sur ces sujets-là. Parce que je pense que la Nouvelle-Calédonie dessinera son chemin, mais le chemin de tous, en réalité, et poussera l'État, et pas la République, l'État. Et il a raison, M. Orwas, de faire cette différence, ce distinguo. Elle est essentielle, parce que la République, la couleur de la République, c'est la couleur des hommes et des femmes qui la représentent à un instant T et qui dessinent sa trajectoire. Est-ce que c'est ceux-là actuellement qui sont présents, qui nous montrent tout le temps, à juste titre ou pas, que l'État-providence n'existe plus? On est passé à un État B2B, business to business. Hein, est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est les prochains qui vont arriver? En tout cas, quoi qu'il arrive au niveau national, nous, on sera toujours là en Nouvelle-Calédonie. Hein. Comme il y a 4000 ans avant, hein, on sera encore là. Hein. Donc, soit ils saisissent l'opportunité de se reformuler, comme nous, on doit se reformuler en local, soit ça se passera dans la difficulté. Et pour eux, sur la scène internationale, très mal. Très très mal. Et quand j'ai eu l'occasion, en tant que membre du gouvernement, d'être souvent invité dans la région, parce qu'ils aimaient ce discours que j'avais sur l'océan Pacifique, le réseau, la Polynésie, la Mélanésie, n'existe pas. Ce n'est que la vision scientifique d'un géographe qui s'appelle Dumont d'Urville en 1800. Ce n'est pas notre façon de nous percevoir. Elle était utile pour Dumont d'Urville dans les dessins de sa science, mais aussi de l'esthétique de l'époque et puis des ambitions de l'époque. On est là, fin du XVIIIe siècle. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Se définir comme tel, c'est s'amputer de la capacité de se décoloniser l'esprit. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a qu'une seule manière de se définir. Elle est millénaire, elle est encore en cours aujourd'hui, mais on ne veut pas la voir, on ne veut pas la faire revivre. Les clans de la terre, les clans de la mer. Point barre. Ceux qui partent, ceux qui reviennent, ceux qui accueillent. Et l'équilibre de notre vie, de notre survie, dépendait de cette capacité à accueillir et à partir. Et à créer des réseaux d'interdépendance. C'est notre sujet aujourd'hui, Maxime. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le voir. Peut-être qu'on est nombreux à le voir, mais qu'on a aussi conscience qu'on vit dans un système politique aujourd'hui qui nous empêche d'entamer ce chemin. C'est pour ça qu'il faut changer les prophètes.
Je vais te poser une dernière question. Donc justement, on parle depuis tout à l'heure d'inventivité, d'audace. On parle d'une France qui, malgré sa science et sa sagesse millénaire, pourrait en arriver à en apprendre de ses anciennes colonies, où se sont passées plein de choses, où plein de populations se sont rencontrées et qui aujourd'hui tâchent les unes comme les autres de faire peuple et justice sociale aussi. Et au détour de ce qu'on vit en France aujourd'hui, de ce qu'on a vécu en Calédonie cette année, on voit aussi, on sent voir venir la fin, ou en tout cas toutes les difficultés, d'une démocratie représentative. Comment, par quels moyens on pourrait saisir l'opportunité de passer aujourd'hui à un système un peu plus participatif? Comment est-ce qu'on peut donner l'occasion, et maintenant plus que jamais je crois, parce qu'on vous donne encore à vous la responsabilité des élus de parler en huis clos et de trouver un accord, très bien, mais vu la gravité de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on pourrait, à l'échelle du pays, impliquer les électeurs, mais pas simplement ceux en âge de voter, également les plus jeunes? Comment est-ce qu'on pourrait appliquer l'ensemble des citoyens du pays dans la démocratie en Nouvelle-Calédonie? Tu sais que j'ai sorti du gouvernement. À un moment donné, quand tu sors d'un gouvernement où tu as œuvré pendant 5 ans, c'est pas une petite mort, mais tu dois te remobiliser. Tu dois retrouver un sens Oui, bien sûr. dans le nouvel environnement où tu te trouves. Analyser le 13 mai avec de la distanciation, mais aussi de la proximité. Parce que j'ai été proximité aussi. Je tournais, je ne médiatisais pas ces passages, mais j'ai tourné dans les barrages, j'ai été voir dans les quartiers, etc. Et pendant 3 semaines, je me suis coupé. Démissionné du gouvernement, Velma est montée à la présidence et je suis parti. J'ai dit à la fratrie, j'ai besoin de 3 semaines pour retrouver du sens. Voilà. Parce que moi j'étais prêt à partir carrément, hein, à sortir. Y compris du monde électif. Hein. Donc 3 semaines, je réfléchis là où je suis, je fais un peu de méditation. Et je me dis, quel sens à mon action là maintenant où je me trouve. Et l'inspiration me vient. Et je reviens 3 semaines après et je propose à la présidente. Voilà ce que les 3 semaines de palabres avec les morts, les vivants, les événements, etc. Je retire 3 constats. 1, est-ce qu'on a évalué une seule fois toutes les politiques publiques qu'on a nourries avec des milliards et des milliards, à un moment où on doit se reconstruire, à un moment où les aides financières, qu'elles soient de subventions ou de prêts, ou peu importe, arriveront, n'est-il pas temps de se conformer à ce que les citoyens attendent? Voilà. Un comité de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. D'ailleurs, je suis ici pour discuter avec les administrations de l'Assemblée nationale pour aider, assister à monter ça. Je retire et je refais la boucle, hein. Je reviens sur mon analyse du 13 mai. Oui, j'entends. Politique publique. Deuxième constat, quand j'allais faire le tour dans les barrages pour essayer de discuter avec les jeunes, y compris ceux qui se protégeaient. Hein. On va parler là des voisins vigilants. Hein. Je me faisais accueillir à coups de enculé. Qu'est-ce que tu viens foutre là? Vous êtes tous responsables, etc., etc., etc. Ouais. C'était violent, hein. Mais j'acceptais. Ah, les responsables politiques, vous n'aviez pas bonne presse sur les barrages, tous bords confondus. Ah oui, j'ai accepté. Mais qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Parce qu'après, je reste
On discute 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. On finit par boire le café ensemble. Parce que j'ai peur de rien, moi. Je veux dire, là d'où je viens, moi, si je devais avoir peur de ces petits trucs-là, je resterais chez moi. Hein. Mais j'avais besoin de me confronter à la colère populaire. Tu vois. Et ce que j'en ai ressorti des 3 semaines de réflexion, c'est il faut donner une place à ces gens en colère. Il faut leur donner une place. Et au-delà de leur donner une place, il faut avoir une méthode. De revenir vers eux. Parce qu'une fois que j'ai trouvé la méthode pour traverser quelques barrages et quelques barrages de voisins vigilants, tout de suite je passais très bien. Je me faisais toujours invectiver. Mais très rapidement, je ne mettais pas 2 heures ou 1 heure pour poser le truc. Je mettais 20 minutes, une demi-heure. Parce que j'avais trouvé le truc. J'arrivais avec ma petite natte, je faisais mon pardon, ma petite coutume, qu'il soit canaque, blanc ou peu importe, je faisais la même chose. Avec du pain, des trucs pour boire café avec eux, etc. Donc j'avais trouvé le truc. Et me vient cette idée-là. Et je propose à la présidente, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'on offre un espace dans la première institution du Congrès, un espace qui respecte le citoyen. Celui qui est en colère, celui qui est abstentionniste, parce que moi, pendant longtemps, je te l'avoue, j'ai jamais voté. Mon père est mort en 88, j'ai enterré mon bulletin de vote avec lui, j'étais mineur et majeur, j'ai jamais voté. Jamais. Il faut donner un espace qui respecte le citoyen, qui soit abstentionniste, anarchiste, peu importe, en colère, etc., au sein de la première institution du Congrès. Parce que le 13 mai nous le dit, le 13 mai nous l'impose, une défiance au maximum de la parole politique, de la parole publique, etc. Et il faut, je veux dire, répondre à cette injonction. Il faut absolument répondre. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Quand on regarde ce qui s'est passé, c'est un devoir. Et donc, la présidente a accepté de créer cette commission. C'est en cours, on va passer à la mise en œuvre l'année prochaine, avec une commission où il y a des élus, hein, il y a des élus, parce qu'il faut les confronter, et avec un organe normalement à part, hein, autonome, indépendant, qui va rassembler toutes les clusters, les associations, les collectifs, etc., qui devront aussi s'autoréguler selon leurs propres règles, selon des thématiques, nous, qu'on aurait prédéfinies, nous, hein, en collégialité avec les élus du Congrès, ou eux, qui se autosaisissent sur des sujets, lutte contre la violence contre les femmes, les institutions, etc., le climat, etc. Et puis, 2 canaux. Un canal pour le cluster, le collectif, le citoyen qui veut transformer le pays via le législatif, et un autre canal, le citoyen, le collectif qui veut transformer le pays par l'action. Porteur de projets, toutes ces choses-là. Voilà. Filière d'économie nouvelle, etc. Donc ça, c'est les enseignements de l'analyse du 13 mai qui en sont ressortis et qui va véritablement être mis en œuvre en 2025. En 2025, avec un appui non seulement de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais aussi, parce que j'ai rencontré vous avez présenté l'Assemblée des parlementaires francophones. D'accord. Ah oui, parce que dans les assemblées parlementaires francophones, il y a aussi des pays qui ont traversé des crises, des crises majeures, des petites guerres civiles, etc. Donc là aussi, je les ai rencontrés, on est à l'œuvre sur ce sujet. Moi, c'est comme ça que j'ai retrouvé un sens à ma vie au sortir du gouvernement, que j'ai envie d'assister la présidente et puis l'ensemble des élus politiques qui s'inscrivent dans cette trajectoire pour mettre en œuvre l'année prochaine. La 3e commission, c'est la transformation du Conseil consultatif de la recherche, issu des accords de Nouméa,
qui a créé cette instance au Congrès, parce que tu le sais, la recherche c'est des compétences État, et il fallait créer un espace. Voilà, c'est un conseil consultatif, et je ne veux plus qu'il soit consultatif, je veux qu'il soit proactif. C'est-à-dire, on a d'énormes recherches là, sur différentes filières, etc., algues, cosmétopées, etc., qu'il faut absolument mettre en œuvre et donner un espace aux chercheurs, non pas qu'on les consulte sur des projets dont ils n'ont pas la main, etc., mais qu'est-ce que vous avez sur 20 ans de recherche, 30 ans de recherche, comme projet susceptible d'être transformé en valeur ajoutée, en modèle économique soutenable. Je rappelle, il faut qu'on passe d'un modèle économique extractif à un modèle économique régénératif. Donc voilà les 3 chantiers que la présidente Velma Falayou va s'y atteler, et puis son humble serviteur va retrouver un sens. Sinon, ça fait longtemps que je suis sorti du Congrès, moi. Et en retour, comment ça permettra aux citoyens d'être impactants, ces différentes commissions? Ça va accoucher de projets de loi pays. Ah bon? Vraiment, c'est pas du projet de loi pays. Ah ben oui, attends, il ne faut pas faire les choses à moitié. Quand j'ai rencontré le Sénat, ils n'avaient pas trop compris. Pareil à l'Assemblée parlementaire. Pareil, tu vois, tu m'as dit que je n'ai pas tout de suite compris. Ah non, il ne faut pas se foutre. Non, le 13 mai. Ces commissions-là, elles permettraient à des assemblées citoyennes de soumettre au Congrès des lois de pays. Exactement. Ah oui. Qui vont passer par cette commission citoyenne où il y aura des élus. Et ensuite, elles vont être analysées dans les commissions internes compétentes. S'il s'agit de l'environnement, ben, elle va passer dans. S'il s'agit de budget. Et ensuite, le circuit jusqu'à la séance publique où elle sera adoptée ou pas. C'est relativement inédit quand même, donc que des lois comme ça puissent être portées par des assemblées citoyennes et soumises aux élus. À eux de voter contre ou pour. Ah oui, mais au moins. Mais comment tu fais pour rendre l'idée de Veille-moi issue du 13 mai, tu vois, ok, ça se met en place, parce qu'avec la présidente, vous y avez pensé. Et j'imagine que vous faites une obsession de l'indépendance de ces commissions. Ah oui. Parce que du coup, en plus, dans un parfum de provincial qui approche, comment est-ce que vous rendez ces commissions totalement indépendantes de toute forme d'influence? Par quel collège c'est piloté? Comment c'est surveillé? Par l'administration. Ok. Parce que les politiques passent, mais l'administration demeure. Oui. On a comme ça le Conseil consultatif de la recherche qui est totalement dépolitisé, continue son chemin. Oui, pour la politique, c'est le terme que je cherche. Et donc, oui, cette commission, dès lors qu'ils auront défini une thématique et travaillé sur des idées, etc., une batterie de juristes sera mise à disposition pour écrire les lois de pays, les délibérations d'application. En même temps, on aura le comité de contrôle de l'évaluation des politiques publiques qui pourra faire les fiches d'impact, parce qu'on n'a jamais eu de fiches d'impact. Ici, à l'Assemblée nationale, vous avez l'ex-impact, un outil informatique qui permet à chaque élu, dès lors qu'il projette de travailler sur une loi, une ordonnance, etc., de simuler l'impact. Et donc là, en fait, ça s'inscrit dans la continuité de ce que je faisais au gouvernement, sur la stratégie de la donnée, etc., l'innovation, la modernisation de l'action publique, etc. Et finalement, c'est pas plus mal de le faire au Congrès, parce que le gouvernement ne peut pas s'auto-contrôler. Donc tu vois, en fait, on ne dort pas, on essaye de... Et au Sénat et à l'Assemblée nationale, tu dis qu'ils sont chauds. Ah oui. Ok. Ah oui, oui. Ils sont chauds. Je demande parce que ça a l'air de rien quand on le dit comme ça, parce qu'aujourd'hui, on regarde un peu autour de nous. En fait, aujourd'hui, l'État, c'est eux. Aujourd'hui, le partenaire État, c'est le président Gérard Larcher, c'est la présidente Braun-Pivet. C'est vraiment eux qui sont aujourd'hui l'interlocuteur, le partenaire État aujourd'hui. En termes de stabilité, je veux dire. Sur la paroi étatique, il n'y a plus que 3 accroches. Oui. Le président et 2 chambres parlementaires. Il faut s'y accrocher. Ouais. On a bien compris, on suivra ça. Il va être doucement le temps de conclure. Merci pour toutes tes réponses.
J'ai bien sûr une dernière question. Surtout à l'approche des fêtes, puisqu'on enregistre cette émission le 18 décembre. En conclusion, quel serait ton message, quel message tu voudrais adresser aux Calédoniens qui pour beaucoup voilà, manquent de confiance maintenant pour l'avenir et quel vœu tu pourrais leur adresser pour l'année prochaine et pour toutes celles à venir? Je crois, je ne vais pas me prendre pour qui je ne suis pas. Mais simplement dire à chacune et chacun dans les difficultés qu'ils traversent les uns et les autres, ceci. Quoi qu'il arrive, passez de bonnes fêtes pour vous, ceux qui se tiennent à vos côtés, vos conjoints, ceux qui vous précèdent et votre avenir, les enfants. Hein. Et partagez ceci, quoi qu'il arrive, célébrez la vie. Célébrez la vie. Chez nous, on dit malo te mauli, ça veut dire malo, merci, mauli, d'être en vie, d'être en vitalité. Tous les matins, on se dit ça. On célèbre la vie en réalité. Et puis, à la fin de la journée, on dit malo te kaataki. C'est-à-dire merci d'avoir souffert la journée de travail. Parce que les anciens, quelque part, rejoignaient ce texte de Michel Serres qui fait une apologie sur le travail, qui dit que la vie est travail. Et revenir à ces fondamentaux-là. Le souffle de vie, le matin, il faut le célébrer. Les difficultés, il faut les traverser, parce que sans traverser les difficultés, sans s'accrocher à la vie, il n'y a pas possibilité de se resaluer le lendemain. Et ça, c'est quelque chose de très important. En tout cas, moi, je m'y accroche quand tout va mal. Je me dis que ces phrases qui nous viennent d'un autre temps sont d'actualité. Et ce ne sont pas des phrases de la communauté Wallis-et-Futuna, c'est universel. C'est universel. Célébrons la vie. Et accrochons-nous à ce qui peut être accroché, car la vie, c'est pas quelque chose d'anodin, ça s'entretient. Ça s'entretient. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il y a un dicton aussi chez nous, enfin c'est plutôt ma grand-mère qui me partageait ça. Je voudrais partager à l'ensemble des Calédoniens. Elle me disait souvent, je ne vais pas vous faire l'affront de le dire en langue parce que c'est trop long, mais elle me disait souvent, mon fils, parce qu'elle n'avait pas de fils, j'étais son petit-fils et son fils. Elle me disait, mon fils, garde-toi de t'écarter du mouvement de la vie. Garde-toi de t'écarter du mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est le mouvement de l'eau. L'eau part de la source de la montagne et son destin, c'est rencontrer l'océan. À la croisée des esprits de la vie et de la mort qu'est l'embouchure, afin d'affronter son destin, le grand océan. Garde-toi de t'écarter de ce mouvement pour avoir cherché un soleil trop radieux, où tu t'es écarté de l'effort commun pour trouver ton destin, et ne finis pas comme ces cours d'eau qui s'écartent du mouvement de la vie et qui finissent comme ce qu'on appelle nous en langue le ta'ela, les excréments du soleil, c'est-à-dire une flaque d'eau qui s'est écartée du mouvement de la vie et qui s'évapore aux effets des rayons d'un soleil que tu as trop recherché. Voilà. Garde l'humilité du cours de la vie. Et c'est tellement vrai aujourd'hui que c'est très important de le garder à l'esprit. Je partage, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, en tout cas c'est ce qui me nourrit. Et puisque tu me donnes l'occasion de partager
quelques réflexions, je la partage. Évitons d'être des flaques d'eau qui s'évaporent au rayon d'un soleil qu'on a trop cherché seul. Inscrivons-nous dans l'effort commun de la recherche du destin de l'eau qui est rencontrer l'océan et l'inconnu. Malo Teofa, Vaimua Mouliava, merci beaucoup. Merci Maxime. Pour soutenir l'émission Témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux. Pour retrouver le replay de toutes nos interviews, nous proposer vos sujets et vos questions, rendez-vous sur le site www.itv.nc.